Bonjour et bienvenue sur Knowledge School. Aujourd'hui, nous allons parler des généralités en informatique. Et comme plan, nous avons une introduction, nous allons voir la configuration matérielle et nous allons parler de deux principaux périphériques qui sont le clavier et la souris. Alors, nous allons commencer tout de même par définir ce que c'est un ordinateur, qui est une machine électronique permettant le traitement des données de façon automatisée. Alors, nous constatons ici que nous avons les ordinateurs de bureau qui ont existé et qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons ici des ordinateurs portatifs, ordinateurs portables que nous appelons généralement des laptops, qui sont plus faciles à déplacer d'un point à un autre. Alors, nous commençons directement par un exercice. Donc, vous allez nous donner votre point de vue dans les commentaires. Quelle est la différence entre micro-ordinateur, mini-ordinateur et ordinateur? Et que signifie le terme PC en informatique? Nous attendons vos réactions dans les commentaires. Nous continuons donc en disant que, en guise d'introduction, le système informatique est constitué de deux principales parties, à savoir une partie matérielle qu'on appelle encore hardware et une partie logicielle que nous appelons encore software. Mais il n'y a pas que l'introduction, nous pouvons continuer en disant que dans les composantes matérielles, nous pouvons également parler de leurs fonctions. C'est ainsi que la configuration matérielle de base d'un micro-ordinateur est constituée principalement de l'unité centrale qui coordonne et effectue toutes les tâches ou alors tous les traitements et également des périphériques. Et parlant de périphériques, nous allons tout d'abord définir un périphérique comme étant un dispositif qu'on peut connecter à l'unité centrale et qui permet soit de faire entrer les informations, soit de faire sortir les informations de l'ordinateur. Nous distinguons donc les périphériques d'entrée qui permettent la transmission des données à l'ordinateur. Nous distinguons, parmi les exemples, nous pouvons parler du clavier, par exemple, de la souris, du lecteur de CD ou DVD, du scanner et bien d'autres. Nous avons également les périphériques de sortie qui permettent la restitution des données à l'utilisateur. Nous avons l'écran, nous avons l'imprimante comme exemple, et quelqu'un d'autre va me dire le vidéoprojecteur, je suis entièrement d'accord avec lui. Une autre personne va me dire le haut-parleur, je suis également d'accord avec lui. Dans les commentaires, mentionnez-nous 3 autres périphériques de sortie que vous connaissez. Alors, tout à l'heure, on a parlé des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie. Il y a également des périphériques qui jouent les deux rôles au même moment. On les appelle des périphériques d'entrée et sortie. C'est ainsi que ces périphériques-là, généralement, ont la capacité de stocker les informations. Donc, nous allons parler ici principalement des périphériques qui enregistrent ou alors qui mémorisent des données traitées par l'ordinateur sur un support qui les conservera. Et comme exemple, nous pouvons principalement citer un disque dur externe par exemple qui est un périphérique d'entrée et de sortie, une clé USB, un CD ou alors un DVD et bien d'autres exemples comme par exemple la carte de mémoire de votre téléphone. Nous avons ici cette fois-ci le bloc de l'unité centrale que nous allons essayer de décortiquer avec ces éléments. À l'intérieur, nous avons par exemple la carte mère que voici, mais il n'y a pas que la carte mère, il y a le microprocesseur que nous allons essayer de définir. Nous avons les différentes mémoires, comme la mémoire ROM, nous avons également la mémoire RAM, Random Access Memory, nous avons également le disque interne et bien d'autres composantes. Et à l'extérieur, nous avons les périphériques externes tels que la souris que voici, nous avons également le clavier, nous avons également l'écran et d'autres composantes. Alors, nous allons donc citer quelques composantes internes à l'unité centrale, bien sûr. Et parmi ces composantes-là, nous pouvons parler de la carte mère, telle que nous l'avons mentionné tout à l'heure. Nous pouvons parler du processeur, qui est le cerveau de l'ordinateur. Nous pouvons parler de la RAM. Nous pouvons parler du disque dur. Et enfin, les lecteurs et graveurs de CD et DVD. Et bien d'autres éléments que nous vous laissons le soin de citer. Alors, nous avons donc ici une représentation de la carte mère. Donc, ça nous permet de connaître exactement la composante qu'on appelle la carte mère. Nous découvrons donc que la carte mère en réalité représente pour l'ordinateur ce que le châssis représente pour une voiture. Et on sait que s'il n'y a pas de châssis, il n'y a pas de voiture. De même, s'il n'y a pas de carte mère, il n'y a pas d'ordinateur. Elle supporte les éléments de base de l'ordinateur. Également, la communication avec tous les périphériques. Ça, c'est la carte mère. Alors, le microprocesseur, quant à lui, on a dit qu'il est le cerveau de l'ordinateur. Entouré de ses périphériques, il orchestre le fonctionnement de l'ordinateur. Donc, c'est lui qui se charge des opérations arithmétiques dans l'ordinateur. On voit donc qu'il est caractérisé par sa fréquence, exprimée en GHz, qui est en milliards de cycles par seconde, et plus cette fréquence-là est élevée, plus le processeur calcule vite, c'est-à-dire ses opérations se déroulent de façon très rapide. Alors, nous allons continuer avec un petit exercice en demandant quelles sont les principales sociétés qui fabriquent les microprocesseurs, et également faire l'historique des microprocesseurs fabriqués par chacune de ces sociétés. Maintenant, nous allons parler de la mémoire ou encore des mémoires. En informatique, la notion de mémoire est essentielle. Ce sont les ressources de stockage que l'ordinateur peut employer pour sauvegarder des données afin de les réutiliser ultérieurement.
Alors, dans un ordinateur, toutes les données sont codées sous forme de 0 et de 1 grâce à des bits. Ça veut dire que le langage que l'ordinateur lui comprend et avec lequel il stocke les informations, c'est un langage qui n'a que deux symboles, c'est-à-dire 0 et 1. Et l'unité utilisée pour quantifier la mémoire est l'octet, qui représente un regroupement de 8 bits. Alors, nous allons voir ici les mémoires qui sont la mémoire dynamique et la mémoire statique. Mais parlons d'abord de la mémoire dynamique. La mémoire dynamique, comme la mémoire RAM par exemple, et ses variantes pour gérer les applications exécutées en temps réel. Cette partie qui suit est extrêmement importante. Les informations ne sont stockées dans la RAM que lorsque l'ordinateur est allumé. En d'autres termes, si votre ordinateur perd de l'énergie électrique, alors que les informations sont dans la RAM, lorsque vous allez le réallumer à nouveau, vous n'allez plus avoir accès à ces informations. Et nous avons également parlé des mémoires statiques, comme la mémoire ROM ou la mémoire du disque dur, qui ne sont pas des mémoires interactives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être traitées en temps réel telles quelles. Nous allons voir quelques cas tout à l'heure, notamment dans les exercices. Alors, parlons donc des caractéristiques de la localisation et le fonctionnement des mémoires. C'est-à-dire, pour chacune des mémoires que nous allons citer ici, vous allez nous donner ses caractéristiques, sa localisation et son fonctionnement. Premier cas, nous avons donc la mémoire registre, la mémoire cache, la mémoire vive, la mémoire morte et la mémoire de masse. Donc vous allez donner ses caractéristiques, sa localisation et son fonctionnement. Ensuite, quelles sont les unités de mesure de la mémoire en informatique? Donner leur conversion en octets. Nous allons bien reparler de ça lorsque nous allons aborder le module sur les unités de mesure en informatique. Et enfin, 1 mégaoctet vaut petit a, petit b, petit c et petit d. Quelle est la bonne réponse selon vous? Nous attendons dans les commentaires. Alors, nous continuons donc avec la partie exercice. Quelle affirmation est fausse? Petit a, la RAM stocke des informations de manière temporaire. La ROM peut être lue, mais son contenu ne peut être effacé. La mémoire cache est un CD-ROM. Deuxième question, quel de ces éléments n'est pas une mémoire de masse? Un disque dur, un CD-ROM, la disquette, l'imprimante. Alors, nous attendons votre réponse dans les commentaires. Alors, nous continuons de parler des mémoires de masse et nous disons qu'il s'agit de la totalité des supports de stockage autonomes et statiques, possédant une interface pouvant sauvegarder les informations sans aucun apport d'énergie. Ça veut dire que les mémoires de masse dont nous parlons ici, lorsqu'il y a coupure d'électricité ou lorsque l'ordinateur n'est plus soumis à l'énergie électrique, les informations ne se volatilisent pas. On peut encore avoir accès une fois que l'énergie électrique sera rétablie. Et parmi ces mémoires, nous pouvons parler de la disquette. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise plus les disquettes, c'est vraiment révolu. Le disque dur, les disques optiques comme les CD et les DVD qui sont également en voie de disparition, les clés USB, la carte de mémoire et bien d'autres. Alors, nous continuons de parler du disque dur. Nous disons donc qu'un disque dur constitue la partie de l'ordinateur qui sert au stockage permanent de données. L'intérêt d'un disque dur est de conserver l'information même quand l'ordinateur est éteint. Ça rejoint la définition qu'on a donnée précédemment lorsqu'on parlait des mémoires de masse. Alors, voici donc une idée de ce qu'on appelle un disque dur. Et là, nous voyons qu'il est constitué de plusieurs plateaux de forme circulaire en aluminium ou alors en verre. Donc, nous avons une idée de ce qu'on appelle un disque dur. Nous voyons ici quelques formats en fonction du type d'appareil pour les disques durs. Nous voyons notamment pour les ordinateurs de bureau, tels que nous l'avons vu à la première page, le format est à peu près 3,5 pouces pour les ordinateurs portables, c'est-à-dire nos laptops. Le format du disque dur est à peu près 2,5 pouces. Et pour nos appareils mobiles, comme les téléphones portables que nous utilisons, le format du disque est à peu près de 1,8 pouces. Alors, maintenant parlons du clavier, qui est le principal périphérique d'entrée. On dit ici qu'il permet la saisie des informations en direction de l'ordinateur. Et nous savons qu'il y a plusieurs types de claviers. Si nous sommes dans la configuration française, nous avons le clavier AZERTY. Et si nous sommes dans la configuration anglaise, nous avons le clavier QWERTY. Alors, nous avons également la souris, qui est un périphérique d'entrée non négligeable. On dit que la souris est un périphérique de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sectionner, déplacer, manipuler les objets grâce à des boutons. De manière générale, voilà un peu ce que c'est la souris. Et ici, nous avons donc quelques actions que nous pouvons effectuer avec la souris et leur description. Comme par exemple, pointer un objet, c'est-à-dire mettre le pointeur de la souris sur l'objet. Nous pouvons effectuer un clic grâce à la souris, c'est-à-dire enfoncer et relâcher un bouton de la souris. Nous pouvons également double-cliquer, c'est-à-dire cliquer 2 fois de façon successive et très rapide. Nous pouvons faire un clic droit, c'est-à-dire enfoncer et relâcher le bouton droit de la souris.
pouvant avoir un menu contextuel qui va s'ouvrir éventuellement. Nous avons également le cliquer-glisser qui consiste à maintenir le bouton gauche enfoncé et glisser la souris jusqu'à l'endroit voulu, puis relâcher. Donc voilà un peu quelques actions qu'on peut effectuer avec une souris. C'est ici que s'achève dans notre leçon. Rendez-vous à la prochaine pour parler de la partie logicielle.